Il existe un type spécifique de mort qui survient en pleine conscience. Ce n'est pas le corps qui s'arrête, c'est le désir. Vous vous réveillez, vous voyez l'illusion, vous ressentez le soulagement de la clarté, puis, sans prévenir, tout perd sa couleur, pas soudainement, lentement, comme si quelqu'un avait éteint quelque chose d'essentiel en vous et avait oublié de le rallumer. Un homme se réveille un mardi ordinaire. Il a 38 ans, une carrière stable, une routine qui fonctionnait. Il ouvre son ordinateur portable. L'écran s'allume. Ses doigts planent au-dessus du clavier. Et il se rend compte, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'envie. Il n'y a même pas de résistance. Juste une absence silencieuse là où il y avait auparavant une impulsion. Il ferme son ordinateur portable. Il regarde son téléphone. 17 notifications. Aucune n'a d'importance. Ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas de la fatigue. C'est quelque chose de plus étrange. Une indifférence lucide. Comme s'il s'était réveillé d'un long rêve et qu'il était maintenant assis sur le bord du lit, ne sachant pas où aller. Il n'est pas triste, il est vide. Et le vide ne fait pas mal. Il occupe simplement de l'espace. Peut-être reconnaissez-vous cette sensation. Non pas comme une crise dramatique, mais comme une extinction progressive. Vous aviez l'habitude de vous soucier intensément, de vos objectifs, de la reconnaissance d'être sur la bonne voie. Puis vint le réveil. Vous avez vu les schémas, affronter les illusions, dissous certaines couches de l'ego, et vous vous attendiez à ressentir une libération, une légèreté, un but renouvelé. Mais ce qui est arrivé était autre chose, un silence intérieur profond, presque insupportable. Les choses qui vous motivaient ont cessé de fonctionner. Non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que le mécanisme qui générait le désir s'est simplement éteint. Vous continuez à faire l'essentiel, vous travaillez, vous mangez, vous répondez à vos messages, mais vous avez l'impression de fonctionner en pilote automatique, sans véritable carburant émotionnel. Et la question vous taraude de plus en plus. Pourquoi me sens-je mort maintenant que je vois enfin la vérité? Voici le paradoxe brutal. Personne ne vous a prévenu que l'éveil pourrait vous anéantir. Dans les promesses spirituelles, la conscience apporte une passion renouvelée, la clarté apporte le mouvement, la vérité apporte la vie en abondance. Mais dans la pratique, pour beaucoup, en particulier ceux qui plongent profondément, ceux qui affrontent réellement leur ombre, l'éveil n'allume pas un nouveau feu, il éteint l'ancien, et vous laisse dans le noir, à attendre quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Tu n'es pas déprimé au sens clinique du terme, tu n'es pas désespéré, tu es simplement immobile, comme si tu avais franchi une porte et découvert qu'il n'y avait pas de sol de l'autre côté, seulement le vide, et personne ne t'a appris à habiter le vide sans paniquer. Carl Jung, le psychanalyste qui a cartographié les territoires les plus sombres de la psyché humaine, avait prédit exactement cela. Il savait que la conscience sans effondrement est une fausse conscience, que voir l'illusion n'est pas la fin du voyage, mais le début d'une mort psychologique nécessaire. Il a averti, lorsque l'inconscient devient conscient, la structure de signification de l'ego s'effondre, et sans cette structure, la motivation disparaît. Non pas parce que vous avez échoué, mais parce que la motivation que vous aviez était alimentée par l'ego. Et l'ego, lorsqu'il est exposé, ne survit pas intact. Jung a appelé cela l'énantiodromie, le mouvement inévitable vers le contraire. Vous étiez plein de désirs, vous êtes maintenant vide. Vous couriez après le sens, vous êtes maintenant assis en silence. Et ce silence n'est pas un échec, c'est une reconfiguration. Mais qu'est-ce qui meurt exactement lorsque nous nous éveillons? Et pourquoi personne ne parle du temps qu'il faut pour que quelque chose de nouveau naisse? Vous vous attendiez à ce que l'éveil soit comme allumer une lumière, une clarté instantanée, un but renouvelé, une énergie vitale circulant librement après des années passées prisonnières de schémas inconscients. Vous avez lu les bons livres, fait le travail intérieur, affronté vos ombres. Et puis c'est arrivé, vous avez vu. Vous avez vu les schémas répétitifs, les masques que vous portiez, les jeux auxquels vous jouiez sans le savoir. Vous avez vu l'illusion, et pendant un moment, peut-être quelques jours ou quelques semaines, cela vous a donné du pouvoir. Une sensation de liberté vertigineuse, comme si vous aviez arraché des chaînes invisibles qui avaient toujours été là. Mais ensuite, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Ou plutôt, quelque chose a cessé de se produire. Les choses qui vous motivaient auparavant, les projets ambitieux, les objectifs de carrière, le besoin de prouver votre valeur, même les relations qui vous semblaient essentielles, ont commencé à perdre de leur éclat. Pas d'un seul coup. Cela s'est fait progressivement.
comme si quelqu'un baissait le volume de votre vie par petits incréments que vous remarquiez à peine, jusqu'au jour où vous vous êtes réveillé et où vous avez réalisé il n'y a plus de son, il n'y a plus de désir, il n'y a plus cette agitation familière qui vous poussait à aller de l'avant, même lorsque vous ne saviez pas où vous alliez. Et le plus déconcertant, c'est que cela ne s'accompagnait pas de désespoir. Vous n'étiez pas en train de pleurer par terre, paralysé par une profonde tristesse. Vous étiez simplement immobile, assis sur le bord du lit, regardant la journée qui s'ouvrait devant vous et ne ressentant absolument rien, ni anxiété, ni excitation, ni peur, juste une indifférence lucide qui effrayait plus que n'importe quelle émotion intense. Parce que quand vous ressentiez quelque chose, au moins vous saviez que vous étiez en vie. Maintenant, il n'y avait plus que ce silence intérieur profond, ce vide qui ne faisait pas mal, mais qui occupait tout l'espace où il y avait auparavant du mouvement. Vous avez peut-être essayé de vous forcer à revenir à l'action. Vous avez allumé votre ordinateur, pris votre téléphone, fait des listes de tâches. Et vous avez réalisé que vous pouviez accomplir les tâches de base, répondre aux emails, sauver les apparences, remplir vos obligations, mais c'était comme si vous fonctionniez en pilote automatique. Votre corps était là, faisant les choses, mais vous, quoi que vous soyez, étiez absent. Vous ne fuyiez pas, vous ne vous cachiez pas, juste désengagé, comme si vous aviez découvert que le jeu était faux et que vous ne pouviez plus faire semblant de croire aux règles. Et les gens autour de vous ne comprenaient pas. Ils voyaient quelqu'un de fonctionnel, assumant ses responsabilités, maintenant la structure extérieure intacte. Mais vous connaissiez la vérité. À l'intérieur, il y avait eu une extinction. Le désir de conquérir, d'être reconnu, de construire quelque chose de grand, de laisser une empreinte dans le monde, tout cela s'était simplement évaporé. Et vous avez commencé à vous demander s'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas chez vous, si le réveil ne vous avait pas libéré, mais brisé, si vous n'aviez pas vu la vérité, mais perdu la capacité de vivre. La question murmurait de plus en plus fort, surtout dans le silence des petites heures du matin. Pourquoi me sens-je mort maintenant que je vois enfin? Ne devrait-il pas en être autrement? La conscience ne devrait-elle pas apporter une vie abondante, une passion renouvelée, un but cristallin? Mais ce que vous ressentiez était tout le contraire. C'était comme si, en voyant à travers l'illusion, vous aviez perdu la capacité d'y participer. Et sans l'illusion, sans le jeu, sans la structure de sens que l'ego avait construite au fil des décennies, vous étiez suspendu dans le vide, sans fond, sans direction, sans carburant. Carl Jung le savait. Il ne romantique pas l'éveil comme le font les livres de développement personnel modernes. Jung comprenait que la conscience sans effondrement est une fausse conscience, que vous ne pouvez pas simplement ajouter de la clarté à l'ego et espérer que tout fonctionne mieux. Parce que l'ego, cette structure identitaire construite autour de la validation externe, de la conquête, de la comparaison, de la preuve de valeur, ne survit pas intact lorsqu'il est exposé à la lumière de la conscience. Il n'évolue pas, il se désintègre. Et lorsqu'il se désintègre, il emporte avec lui tout le système de signification que vous utilisiez pour naviguer dans la vie. Vos objectifs perdent leur sens parce qu'ils étaient ceux de l'ego, pas les vôtres. Vos ambitions s'évanouissent parce qu'elles étaient basées sur le besoin de prouver quelque chose à quelqu'un et non sur l'expression de quelque chose de vrai. Vos relations semblent vides parce qu'elles étaient construites autour de masques. Et maintenant que les masques sont tombés, vous ne savez plus qui vous êtes ni comment vous connecter. Mais voici ce que personne ne vous a dit. Cette mort n'est pas facultative. C'est la conception même du processus. Jung appelait cela l'énantiodromie, le mouvement inévitable vers le contraire afin de rétablir l'équilibre. Vous étiez rempli de désirs égoïstes, vous êtes désormais vide. Vous recherchiez la validation extérieure, vous vous moquez désormais de l'opinion des autres. Vous avez construit toute votre vie autour de la preuve de votre valeur. Maintenant, l'idée même de valeur vous semble absurde, une construction sociale sans fondement réel. Et ce mouvement n'est pas une régression, c'est un recalibrage. Votre système psychique est en train d'éteindre l'ancien moteur avant d'en construire un nouveau. Mais entre l'extinction et la reconstruction, il y a un espace, un vide. Et c'est dans ce vide que vous vous trouvez actuellement. Le problème, c'est que notre culture n'a pas de place pour ce vide. Nous vivons dans une société qui pathologise la pause. Si vous ne produisez pas, vous échouez. Si vous n'êtes pas motivé, vous êtes déprimé. Si vous n'avez pas d'objectif clair, vous êtes perdu. Et alors vous vous regardez, immobile, démotivé, sans objectif, et vous confirmez « je suis brisé ». Mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes en pleine métamorphose. Et la métamorphose, vue de l'extérieur, ressemble à de la paralysie.
La chenille qui se transforme en chrysalide dans son cocon ne fait rien. Elle se dissout complètement avant de se réorganiser en quelque chose de radicalement différent. Mais si vous ouvrez le cocon au milieu du processus, vous ne trouverez pas de papillon en formation. Vous trouverez de la bouillie, une substance informe, sans structure, sans identité claire. Et c'est exactement ce que vous ressentez en ce moment. Une substance psychique informe. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez, ni encore la personne que vous serez. Alors quand vous demandez « Pourquoi ai-je perdu toute motivation après mon éveil ?» La vraie réponse est « Parce que la motivation que vous aviez était alimentée par votre ego. » Et l'ego, lorsqu'il est confronté à la vérité de sa propre artificialité, cesse de fonctionner. Il s'effondre. Et tandis qu'il s'effondre, tout ce qui dépendait de lui pour fonctionner, objectif, désir, intention, identité, s'effondre avec lui. Vous n'avez pas perdu votre motivation. Vous avez perdu le système de récompense qui générait votre motivation, et vous êtes maintenant dans l'intervalle, dans l'espace entre qui vous pensiez être et qui vous êtes réellement. Dans cet espace, il n'y a pas de mouvement, il y a dissolution. Et la question qui se pose, inévitable et effrayante, est la suivante. Qu'est-ce qui est en train de mourir exactement? Quel est ce système qui soutenait tout et qui a maintenant disparu? Pour comprendre ce qui est mort, vous devez comprendre comment cela fonctionnait. Depuis votre enfance, vous avez été formé, non par méchanceté, mais par conception culturelle, à rechercher un sens en dehors de vous-même. Vos parents vous félicitaient lorsque vous obteniez de bonnes notes. Ils vous ignoraient lorsque vous échouiez. Vos professeurs vous récompensaient avec des étoiles dorées lorsque vous vous comportiez bien. Ils vous punissaient avec leur désapprobation lorsque vous dépassiez les limites. Vos camarades vous acceptaient lorsque vous étiez drôle, populaire, utile. Ils vous excluaient lorsque vous étiez trop étrange, trop calme, trop différent. Et petit à petit, sans vous en rendre compte, vous avez construit un système de navigation interne basé entièrement sur le feedback externe. Ce système est ce que Jung appelait l'ego. Non pas au sens familier de personne arrogante, mais au sens technique, la structure psychique qui organise votre expérience autour d'une identité sociale. L'ego est le moi que vous présentez au monde, la persona que vous utilisez pour être accepté, valorisé, reconnu. Et derrière cette persona, il y a un moteur, le système de récompense. Vous faites quelque chose, vous recevez une validation, vous ressentez un plaisir biochimique, vous répétez le comportement. Vous recevez plus de validation, le cycle se renforce. Et au fil des années, des décennies, ce cycle devient votre boussole morale, votre sens du but, votre raison d'être. Vous ne faites pas les choses parce qu'elles résonnent profondément en vous. Vous les faites parce qu'elles génèrent de l'approbation, des conquêtes, des preuves de valeur. Et cette approbation devient l'oxygène de l'ego. Maintenant, imaginez ce qui se passe lorsque vous vous réveillez. Lorsque vous voyez soudainement, avec une clarté cristalline, que tout ce système est construit, arbitraire, conditionné, que vous ne viviez pas votre vie, mais jouiez un rôle, que vos objectifs n'étaient pas les vôtres, mais des versions intériorisées de ce que vos parents voulaient, de ce que la société valorisait, de ce que vos collègues poursuivaient, que vous avez passé 30, 40, 50 ans à optimiser votre performance dans un jeu dont vous n'avez jamais remis en question les règles. Et pire encore, que le jeu lui-même n'a aucun fondement réel, que la valeur, le succès, la reconnaissance, voire l'amour, tels que vous les recherchiez, étaient des monnaies d'échange sur un marché psychologique inventé. Lorsque vous voyez cela, non pas intellectuellement mais viscéralement, au plus profond de votre poitrine, là où les vérités font vraiment mal, le système de récompense se désactive, non par choix, par reconnaissance. Votre cerveau, votre psychisme, votre organisme tout entier se rend compte. Ce n'est pas réel. Il n'y a aucune raison de continuer à courir après cela. Et soudain, les choses qui vous motivaient, la promotion que vous recherchiez, la relation que vous essayez de sauver, l'approbation que vous recherchiez auprès de vos parents, l'image que vous entreteniez sur les réseaux sociaux, perdent toute leur force gravitationnelle. Vous les regardez et vous ne ressentez rien, ni colère, ni tristesse, juste de l'indifférence, comme si quelqu'un avait déconnecté le commutateur qui reliait ces choses à votre sentiment de valeur. Et c'est là le problème. Sans ce système, vous ne savez pas comment fonctionner, parce que toute votre vie d'adulte a été construite autour de lui. Vous avez choisi votre carrière en fonction du statut et de la sécurité.
Vous vous êtes engagé dans des relations basées sur la validation et la peur de la solitude. Vous avez acheté des choses, voyagé, cultivé des amitiés, tout cela dans une logique d'échange. Je fais ceci, je reçois cela. Et cela fonctionnait. Ou du moins, cela semblait fonctionner. Vous étiez constamment en mouvement, toujours occupé, toujours à la poursuite du prochain objectif, du prochain niveau, de la prochaine preuve que vous valiez quelque chose. Et ce mouvement créait l'illusion d'un but. Vous confondiez activité et signification, réussite et accomplissement, approbation et amour. Mais le réveil a révélé la supercherie. Et maintenant que vous voyez, vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez plus vous motiver avec des carottes égoïstes. Votre patron vous offre une promotion et vous vous ennuyez. Vos amis louent votre nouvelle réussite et vous vous sentez distant. Vos parents vous disent enfin qu'ils sont fiers de vous et vous réalisez que cela ne vous touche plus. Parce que tout cela fonctionne toujours selon la logique de l'ego. Vous avez de la valeur si vous produisez. Vous comptez si vous réussissez. Tu mérites d'être aimé si tu réponds aux attentes. Et tu n'y crois plus. Non pas parce que tu as décidé de ne plus y croire, mais parce que tu as compris. C'est comme quand tu découvres comment fonctionne un tour de magie. Tu ne peux plus jamais être émerveillé de la même façon, même si tu essaies. Carl Jung comprenait que ce désenchantement était nécessaire. Il ne voyait pas l'ego comme un ennemi, mais comme une étape. Une structure utile pour naviguer dans le monde social, pour développer des compétences, pour apprendre les règles du jeu humain. Mais ce n'était pas la destination finale. Pour Jung, le but de la vie n'était pas de renforcer l'ego, mais de le transcender, l'intégrer dans quelque chose de plus grand, le soi. Et le voyage de l'ego vers le soi, ce que Jung appelait l'individuation, exigeait une mort symbolique, mais non moins réelle. L'ego devait s'effondrer pour que le soi puisse émerger. Et pendant cet effondrement, tout ce qui dépendait de l'ego pour fonctionner entrait en crise. Mais voici la partie que personne ne vous explique clairement. L'ego ne meurt pas d'un seul coup, il se désintègre par étapes. D'abord, vous perdez votre motivation pour les objectifs externes, carrière, statut, conquête matérielle. Ensuite, vous perdez votre attachement aux identités sociales. Je suis quelqu'un qui réussit. Je suis un bon fils. Je suis une personne de confiance. Ensuite, vous perdez même le besoin de cohérence narrative. L'histoire que vous racontez sur qui vous êtes et pourquoi votre vie a un sens. Et chaque étape de cette désintégration ressemble à une petite mort. Parce que c'est le cas. Vous mourrez aux anciennes versions de vous-même. Et la mort, même symbolique, fait mal. Pas avec une douleur aiguë, mais avec un vide. Avec le sentiment déconcertant que quelque chose d'essentiel a été arraché et que rien n'a encore été mis à sa place. Alors quand vous vous demandez « Pourquoi je n'arrive pas à me motiver pour quoi que ce soit ?» La réponse technique est « Parce que votre système de récompense égoïque s'est effondré. » Et la réponse plus profonde est « Parce que vous êtes entre deux moteurs. » L'ancien moteur, validation externe, conquête, preuve de valeur, a été éteint. Le nouveau moteur, l'élan du soi, l'expression authentique, la résonance interne, n'a pas encore démarré. Et pendant ce temps, vous êtes à la dérive, sans boussole, sans carburant, sans direction claire. Jung dirait, vous êtes exactement là où vous devez être, dans le vide fertile, dans l'utérus psychologique, où quelque chose de radicalement nouveau peut être conçu. Mais cela ne semble pas fertile, cela semble stérile, cela semble mort. Et la question qui ne veut pas se taire est, combien de temps cela va-t-il durer? Quand le nouveau carburant arrivera-t-il? Ou pire, et s'il n'arrivait pas? Et si ce vide était permanent? Et si vous aviez troqué l'illusion confortable contre une vérité aride et que vous étiez désormais condamné à vivre sans désir, sans but, sans cette étincelle qui rend la vie digne d'être vécue? C'est la question qui vous hante au petit matin. Et la réponse ne vient pas, parce que vous êtes au milieu du processus. Et le milieu est, par définition, incertain, indéfini, invisible pour ceux qui s'y trouvent. Mais il y a quelque chose qui opère dans ce vide que vous ne reconnaissez pas encore. Quelque chose d'ancestral, quelque chose qui n'est pas motivé par des objectifs ou une validation externe. Quelque chose que Jung appelait le soi, et qui n'est pas une idée, un concept ou une croyance, mais une force vive. Et cette force est à l'œuvre en vous en ce moment même, alors que vous pensez que rien ne se passe, alors que vous vous jugez pour être immobile, alors que vous vous demandez si vous êtes brisé. Elle dissout les anciennes structures, elle prépare le terrain, elle vous reconstruit de l'intérieur, cellule par cellule, croyance par croyance. Mais pas au rythme de l'ego, au rythme de l'âme. Et l'âme n'est pas pressée.
Il existe une différence fondamentale entre le vide pathologique et le vide sacré. Le premier est une dépression clinique, absence de plaisir, désespoir installé, incapacité à ressentir autre chose qu'un poids. Le second est une dissolution consciente. Vous ressentez le vide, vous reconnaissez sa présence, mais il y a quelque chose d'étrange en lui, une qualité d'attente, de potentiel non réalisé, comme si quelque chose se préparait dans les profondeurs tandis que la surface reste calme. Carl Jung ne se contentait pas de reconnaître cette différence, il insistait sur le fait que les confondre était l'une des plus grandes erreurs de la psychologie moderne. Car traiter le vide sacré comme une maladie, c'est interrompre un processus de guérison qui se produit précisément à travers ce vide. Jung a observé que la psyché humaine fonctionne par mouvement pendulaire. Lorsque vous allez trop loin dans une direction, l'inconscient déclenche automatiquement un mouvement compensatoire dans la direction opposée. Il appelait cela l'énantiodromie, un principe tiré d'Héraclite, philosophe grec qui comprenait que toutes choses finissent par se transformer en leur contraire, afin de maintenir un équilibre dynamique. Le jour devient nuit, la jeunesse devient vieillesse, le désir intense finit par se transformer en satiété, et dans le contexte de l'éveil, l'activité frénétique de l'ego finit par se transformer en quiétude du soi, non pas comme une punition, mais comme une correction. Votre système psychique était déséquilibré. Tout le poids penchait du côté de l'ego, de la performance, de la recherche extérieure. Et maintenant, le pendule oscille violemment dans l'autre sens. Vide, quiétude, absence de désir. Non pas parce que vous avez échoué, mais parce que l'équilibre exige cette compensation. Le problème est que notre culture n'honore pas ce mouvement. Nous vivons dans une civilisation qui ne valorise qu'un seul côté du pendule. L'action, la production, la croissance visible, le mouvement constant vers l'avant. La pause est considérée comme une faiblesse, le silence comme une dépression, le vide comme un échec. Et puis, lorsque vous entrez dans cet espace d'énantiodromie, lorsque votre système psychique ralentit naturellement après des décennies d'accélération forcée, vous êtes bombardé de messages qui vous disent « ce n'est pas normal ». Réparez cela. Revenez dans la course. Vos amis vous suggèrent une thérapie. Votre famille s'inquiète. Vous commencez vous-même à vous demander si vous ne devriez pas prendre des médicaments. Et peut-être que vous devriez « je ne romantise pas la souffrance et je ne décourage pas le recours à une aide professionnelle, mais je dis qu'il y a une différence entre la dépression qui nécessite une intervention et la mort de l'ego qui a besoin d'espace. Et notre culture ne vous apprend pas à faire la différence. Les cultures anciennes le savaient. Elles avaient des rituels de passage, des périodes d'isolement, des phases de silence obligatoires. Le jeune guerrier qui revenait du combat n'était pas immédiatement réintégré dans la tribu. Il passait du temps seul, à digérer son expérience, à laisser l'adrénaline de la guerre se dissiper avant de retourner à la vie normale. La femme qui donnait naissance restait en retrait, non par faiblesse, mais parce qu'elle venait de franchir le portail entre la vie et la mort et avait besoin de temps pour se réintégrer. Le chaman en quête de vision passait des jours dans le désert, à jeun, en silence, attendant que quelque chose émerge du vide, et personne ne le jugeait parce qu'il ne produisait rien. Car tout le monde comprenait, il y a des moments où ne rien faire, c'est tout faire. Des moments où l'inactivité extérieure cache une activité intérieure profonde. Des moments où vous devez mourir à une version de vous-même avant de naître à une autre. Mais vous ne vivez pas dans une culture ancestrale. Vous vivez à l'ère de la productivité toxique, où chaque minute doit être optimisée, chaque pause doit être justifiée, chaque moment d'inaction est considéré comme du temps perdu. Et alors vous intériorisez cette pression. Vous vous regardez, immobile, démotivé, sans objectif clair, et vous pensez « je gâche ma vie ». Mais ce n'est pas le cas. Vous traversez ce que Jung appelait le nigredo, la phase alchimique de noircissement. Dans l'alchimie médiévale, avant de transformer le plomb en or, l'alchimiste devait réduire la matière à son état le plus élémentaire. Il devait dissoudre complètement l'ancienne forme pour qu'une nouvelle forme puisse émerger. Et pendant cette dissolution, la matière devenait noire, informe, apparemment sans valeur. Le nigredo était la mort nécessaire qui précédait la renaissance. Et vous y êtes maintenant, dans la phase noire, dans la dissolution, au moment où tout ce que vous étiez doit se transformer en bouillie psychologique avant de se réorganiser en quelque chose de radicalement différent. La métaphore que Jung aimait le plus pour ce processus était celle du papillon et de la chenille, mais pas sous la forme romancée que nous racontons habituellement. Nous disons généralement « la chenille entre dans le cocon et devient un papillon ». C'est beau, c'est propre,
c'est une transformation magique. Mais la réalité biologique est beaucoup plus brutale et beaucoup plus pertinente pour ce que vous vivez actuellement. Lorsque la chenille entre dans le cocon, elle ne développe pas d'ailes. Elle se dissout complètement. Ses cellules se désintègrent. Son corps se transforme en liquide, une substance informe, sans identité, sans structure reconnaissable. Et dans cet état, elle reste pendant des jours, des semaines. Pendant que des cellules spéciales appelées cellules imaginales, qui étaient dormantes tout ce temps, commencent à se réorganiser. Elles commencent à construire quelque chose de nouveau, mais pas rapidement, pas de manière visible. Et si vous ouvriez le cocon au milieu du processus, vous ne trouveriez pas de chenille en transition, vous trouveriez une soupe, une substance méconnaissable, et vous penseriez « c'est mort, ça a échoué ». Mais ce n'est pas mort, c'est en métamorphose. Et la métamorphose vue de l'intérieur ressemble à la mort. C'est exactement ce que vous vivez en ce moment. Vous n'êtes pas stagnant, vous êtes en train de vous dissoudre. Votre ancienne identité, toutes ces histoires sur qui vous étiez, ce que vous vouliez, pourquoi votre vie avait de l'importance, est en train de se transformer en bouillie. Et pendant ce temps, vous n'avez pas accès à un nouveau sens à votre vie, car il n'a pas encore été construit. Les cellules imaginaires du soi commencent à bouger, mais lentement, de manière invisible, à des niveaux si profonds que vous ne pouvez pas les percevoir consciemment. Tout ce que vous ressentez, c'est un vide. L'ancienne forme a disparu, la nouvelle n'est pas encore arrivée. Et dans cet intervalle, dans cet espace liminal, vous existez en tant que pur potentiel. Mais le potentiel ne semble pas puissant, il semble insignifiant. Carl Jung dirait « ce néant est sacré », non pas parce qu'il est confortable, mais parce qu'il est nécessaire. Vous ne pouvez pas sauter cette étape, vous ne pouvez pas accélérer. Vous ne pouvez pas forcer l'émergence du nouveau avant que l'ancien ait été complètement dissous, et votre ego déteste cela. Votre ego veut de l'action, il veut de la clarté, il veut un plan en 5 étapes pour sortir du vide et reprendre le contrôle. Mais le soi ne fonctionne pas ainsi. Le soi ne fonctionne pas selon un calendrier linéaire. Il ne répond pas à la force de volonté. Il ne se précipite pas parce que vous êtes impatient. Le soi fonctionne selon un temps mythique, le temps de l'âme, un temps qui ne peut être mesuré en mois ou en années, mais seulement en transformation complète. Et pendant qu'il travaille, votre seule tâche est de ne pas interférer. Ne jugez pas. N'essayez pas de réparer ce qui n'est pas cassé. Juste observer, ressentir, laisser le processus se dérouler à son propre rythme. Mais il y a quelque chose qui doit se produire dans ce vide pour qu'il soit vraiment fertile. Quelque chose que la plupart des gens évitent à tout prix. Quelque chose que Jung considérait comme absolument essentiel et que la spiritualité moderne ignore souvent. Vous devez affronter ce qui est enfoui, parce que ce vide n'est pas seulement une absence, c'est un espace. Et quand il y a enfin de l'espace, quand vous ne courez plus, ne jouez plus, ne vous distrayez plus avec des réalisations extérieures, tout ce que vous avez refoulé commence à remonter. Les souvenirs que vous avez évités, les émotions que vous avez étouffées, les parties de vous-même que vous avez rejetées parce qu'elles ne correspondaient pas à la persona que vous vous êtes construite. Et c'est là que le vrai travail commence, pas dans l'éveil en soi, mais dans ce que l'éveil révèle lorsque la distraction cesse de fonctionner. Il y a une voix dans votre tête, vous la connaissez, elle parle d'un ton particulier, à la fois autoritaire, inquiet et totalement intransigeant. Et elle dit des choses comme « Tu ne peux pas rester là sans rien faire, tu perds ton temps, tu devrais faire quelque chose de productif. Les gens vont penser que tu es paresseux, tu le regretteras plus tard. » Et le plus étrange, c'est que même après le réveil, même après avoir vu à travers l'illusion de l'ego, même après avoir reconnu que la validation externe est un piège, cette voix continue, pas avec la même force peut-être, mais elle continue. Comme un fantôme qui ne sait pas qu'il est mort, comme un programme qui continue de tourner en arrière-plan, même après avoir éteint l'ordinateur. Carl Jung appellerait cette voix le surmoi, mais pas seulement au sens freudien d'instance morale. Jung considérait le surmoi comme le réceptacle de toutes les voix intériorisées de votre enfance, vos parents, vos professeurs, votre culture. Toutes ces figures d'autorité qui vous ont appris ce qui était bien et mal, acceptable et inacceptable, précieux et sans valeur. Et vous avez absorbé ces voix. Non pas parce que vous le vouliez, mais parce que vous en aviez besoin. Les enfants n'ont pas de filtre critique développé. Quand un adulte dit « tu ne vaux rien si tu ne produis rien », un enfant ne pense pas « c'est une opinion discutable ». Un enfant pense « c'est donc ainsi que fonctionne le monde ».
et il intériorise cela comme une vérité absolue, comme une loi naturelle, comme une condition d'existence. Et maintenant, des décennies plus tard, même si vous reconnaissez intellectuellement que la productivité ne définit pas la valeur humaine, même si vous savez que le repos est nécessaire, même si vous avez lu tous les livres sur l'autocompassion et la présence, cette voix continue de vous harceler. Elle continue de vous dire que vous devriez en faire plus. Elle continue de vous culpabiliser chaque fois que vous existez simplement sans produire. Et cette culpabilité est particulièrement cruelle après l'éveil, parce que maintenant, vous avez deux niveaux de culpabilité qui opèrent simultanément. Le premier niveau est l'ancienne culpabilité. Vous n'en faites pas assez. Le deuxième niveau, plus subtil et plus destructeur, est la culpabilité spirituelle. Vous vous êtes éveillé et vous n'avez toujours pas réussi à vous en libérer? Vous vous sentez toujours coupable? Alors votre éveil n'était pas réel. Cette culpabilité à plusieurs niveaux est ce qui maintient de nombreuses personnes prisonnières du vide pour une durée indéterminée. Pas le vide en soi, mais la culpabilité d'être dans le vide. Pas l'absence de motivation, mais la honte de ne pas avoir de motivation. Vous savez que vous avez besoin d'une pause, mais vous vous jugez parce que vous en avez besoin. Vous sentez que quelque chose se reconstruit en vous, mais vous vous en voulez de ne pas avoir de résultats visibles à l'extérieur. Et plus vous vous en voulez, plus vous dépensez d'énergie à entretenir cette culpabilité, énergie qui pourrait être utilisée pour le processus réel de transformation. C'est comme essayer de soigner une blessure tout en la titillant pour s'assurer qu'elle fait encore mal. Bien sûr qu'elle fait encore mal. Vous ne la laissez pas cicatriser. Alors d'où vient cette culpabilité spécifique? Pourquoi, même après tant de travail intérieur, persiste-t-elle? Jung en indiquait l'origine, la famille. Pas nécessairement parce que vos parents étaient des monstres, mais parce qu'ils vous ont transmis, consciemment ou inconsciemment, une équation de base que presque toutes les familles transmettent à un certain degré. Vous méritez de l'amour si vous répondez aux attentes. Et ces attentes incluent presque toujours la productivité, la réussite, la performance visible. Les enfants qui obtiennent de bonnes notes reçoivent de l'attention. Ceux qui échouent sont ignorés ou punis. Les adolescents qui réussissent sont une source de fierté. Ceux qui ne s'intègrent pas sont une source d'inquiétude, de honte, de déception. Et au fil des ans, vous apprenez que votre valeur est conditionnelle. Elle dépend de ce que vous faites, pas de qui vous êtes. Et c'est là que réside le problème profond. Ce conditionnement n'est pas seulement comportemental, il est existentiel. Vous n'avez pas seulement appris que vous devez produire pour être valorisé. Vous avez appris que vous devez produire pour mériter d'exister. Que votre présence dans le monde n'est justifiée que si vous contribuez, si vous êtes performant, si vous obtenez des résultats. Qu'occuper de l'espace sans but précis est une transgression. Que le simple fait d'être sans agir est de l'égoïsme, de la paresse, du gaspillage. Et cela a été installé si tôt, si profondément, que cela ne semble même pas être un conditionnement. Cela semble être une vérité universelle. Cela semble être une loi de la nature. Et même lorsque vous vous réveillez, même lorsque vous voyez à travers tant d'illusions, cela reste caché, opérant, générant de la culpabilité chaque fois que vous arrêtez de faire. Mais il y a quelque chose d'encore plus insidieux qui se passe. Cette culpabilité ne concerne pas seulement la productivité, elle concerne le contrôle. Tant que vous vous sentez coupable, tant que vous vous en voulez, tant que vous jugez votre pause comme un échec, vous maintenez votre ego actif. Vous entretenez l'illusion que vous contrôlez le processus. Parce que si vous parvenez à vous forcer à agir à nouveau grâce à la culpabilité, si vous parvenez à vous motiver grâce à l'autocritique, alors vous prouvez que vous êtes toujours aux commandes, que vous êtes toujours maître de la situation, que l'éveil n'a pas dissous votre sentiment d'autonomie. Et c'est tentant, parce que l'alternative, lâcher complètement le contrôle, faire confiance à quelque chose de plus grand qui opère, accepter que vous ne pouvez pas forcer votre propre renaissance, est terrifiante. C'est se rendre. Et l'ego interprète la reddition comme la mort. Carl Jung le voyait clairement chez ses patients. Beaucoup d'entre eux arrivaient après avoir vécu des expériences profondes, d'ouverture spirituelle ou des crises existentielles. Et presque tous avaient le même sentiment de culpabilité. Pourquoi n'ai-je pas encore réussi à me reprendre? Pourquoi me sens-je encore perdu? Cela fait des mois, cela fait des années, et je n'ai toujours pas retrouvé ma vie. Et Jung répondait, vous n'essayez pas de retrouver votre vie. Vous essayez de reprendre le contrôle. Et tant que vous essayez de contrôler le processus d'individuation, vous le bloquez. Parce que l'individuation n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose qui se produit à travers vous lorsque vous cessez enfin d'essayer de gérer.
lorsque vous acceptez enfin que vous ne savez pas ce qui va se passer ensuite, lorsque vous abandonnez enfin le besoin d'avoir un plan, un calendrier, une feuille de route claire. Et cela, pour l'ego, c'est la mort. Mais pour le soi, c'est la naissance. Et si vous avez besoin qu'on vous rappelle quelque chose à ce moment précis de votre parcours, c'est ceci: vous n'êtes pas en retard, vous ne faites pas d'erreur, vous n'échouez pas à vous éveiller parce que vous vous sentez encore coupable, parce que vous êtes encore immobile, parce que vous n'avez pas encore trouvé de nouveaux buts. Vous êtes exactement là où vous devez être, en transition, dans l'intervalle, dans l'espace entre ce qui était et ce qui sera. Et la culpabilité n'est que la dernière ruse de l'ego pour tenter de reprendre le contrôle. Vous n'avez pas besoin de la combattre, vous n'avez pas besoin de vous en débarrasser par la force de votre volonté. Vous devez simplement la reconnaître pour ce qu'elle est, l'écho d'un ancien conditionnement, une voix qui n'est pas la vôtre, un programme qui continue de tourner même après que vous ayez éteint la machine. Et lorsque vous la reconnaissez, lorsque vous la voyez clairement sans vous identifier à elle, quelque chose d'étrange se produit. Elle perd de sa force. Elle ne disparaît pas, mais elle cesse de vous contrôler. Et dans l'espace qu'elle occupait, quelque chose de plus silencieux, de plus profond commence à bouger. Ce quelque chose, c'est l'élan du soi. Ce n'est pas une motivation égoïque qui exige et pousse, mais le mouvement naturel de l'âme qui murmure au lieu de crier, qui invite au lieu d'exiger, qui émerge lorsque vous cessez enfin d'essayer de forcer. Et c'est de cela dont nous devons parler maintenant. Comment reconnaître quand ce nouveau carburant commence à s'éveiller? Comment différencier la véritable impulsion de l'ego déguisé qui tente de revenir dans le jeu? Comment savoir si vous commencez vraiment à vivre à partir du soi ou si vous retombez simplement dans d'anciens schémas sous une nouvelle apparence spirituelle? Il y a une confusion dangereuse qui doit être clarifiée avant de continuer, parce que je peux passer toute cette vidéo à parler du vide sacré, de la dissolution nécessaire, de la mort de l'ego comme portail de transformation, et vous pouvez écouter cela alors que vous êtes en fait cliniquement déprimé et avez besoin d'une intervention professionnelle. Et si tel est le cas, romancer votre souffrance en la qualifiant de parcours spirituel peut être non seulement inutile, mais dangereux. Soyons donc précis. Examinons les marqueurs réels qui différencient le processus d'individuation de la dépression clinique. Non pas pour établir un diagnostic, cela nécessite un professionnel qualifié, mais pour vous donner des points de repère qui vous aideront à comprendre ce qui vous arrive. La dépression clinique a des caractéristiques spécifiques. Il ne s'agit pas seulement d'une profonde tristesse ou d'un manque de motivation. Il s'agit d'une altération neurobiologique qui affecte votre capacité à ressentir du plaisir, à vous connecter émotionnellement, à imaginer un avenir qui en vaut la peine. Une personne cliniquement déprimée ne ressent pas un vide conscient. Elle ressent un poids. Elle ne ressent pas de pause. Elle ressent une paralysie accompagnée d'une souffrance constante. Elle ne perd pas seulement tout intérêt pour ses objectifs égoïstes. Elle perd tout intérêt pour tout, les choses qu'elle aimait sincèrement, les personnes qui comptaient pour elle, même les activités élémentaires de soins personnels. La nourriture perd son goût, la musique perd son effet, les relations humaines deviennent un fardeau. Et parallèlement à cela, des pensées récurrentes de désespoir surgissent. Rien ne s'améliorera. Je me sentirai toujours ainsi. Il n'y a pas d'issue. Et, dans les cas graves, des pensées sur le fait de ne plus vouloir vivre. Si vous vous reconnaissez dans cette description, si ce n'est pas seulement un manque de motivation, mais un sentiment de désespoir, si ce n'est pas seulement un vide, mais une douleur constante, si ce n'est pas seulement une pause, mais une paralysie qui vous empêche d'accomplir les tâches élémentaires, alors ce que vous vivez n'est probablement pas seulement une mort égoïque, et il n'y a aucune honte à cela. La dépression est un trouble médical, pas une faiblesse de caractère, et l'éveil spirituel ne vous rend pas immunisé contre elle. En fait, l'éveil peut parfois révéler une dépression qui était masquée par des réalisations extérieures, par une activité frénétique, par des mécanismes d'évasion qui vous permettaient de fonctionner en surface alors que quelque chose se détériorait en profondeur. Et lorsque ces mécanismes cessent de fonctionner, lorsque vous vous arrêtez enfin, la dépression qui était là depuis le début devient visible. Cela ne signifie pas que votre éveil était faux. Cela signifie qu'il a révélé quelque chose qui nécessite une attention professionnelle. La mort de l'ego, en revanche, a une qualité différente. Il y a certes un vide, il y a une absence de motivation pour les anciens objectifs, oui, mais il y a aussi de la clarté. Vous savez pourquoi vous avez perdu tout intérêt? Parce que vous avez vu à travers l'illusion, parce que vous avez reconnu l'artificialité du jeu,
parce que vous ne pouvez plus prétendre que ces choses ont de l'importance. Ce n'est pas une confusion nébuleuse, c'est une reconnaissance limpide, et avec cette reconnaissance, il y a quelque chose d'étrange, une présence dans le vide. Comme si le vide n'était pas un trou noir vous aspirant vers l'inexistence, mais un utérus sombre où quelque chose est en gestation. Vous ne ressentez pas le désespoir que rien ne s'améliorera. Vous ressentez de l'incertitude quant à ce qui va suivre. Et il y a une différence fondamentale entre ces deux choses. Le désespoir dit « il n'y a pas d'avenir ». L'incertitude dit « je ne sais pas quel avenir mais quelque chose va arriver ». Autre marqueur important, la curiosité. Une personne en mort égoïque, même immobile, conserve un certain niveau de curiosité. Peut-être pas au sujet de sa carrière, de ses relations ou de ses réalisations extérieures, mais au sujet du processus lui-même. Elle cherche à comprendre ce qui se passe. Elle regarde des vidéos comme celle-ci. Elle lit Jung, explore la philosophie, tente de cartographier le territoire intérieur qu'elle traverse. Il y a une impulsion à donner un sens, à nommer, à trouver une structure au chaos. Une personne cliniquement déprimée perd même cela. Il n'y a pas de curiosité, il n'y a pas de recherche, il n'y a que la survie. Et même la survie semble être un effort trop grand. Et il y a un autre signe, peut-être le plus révélateur, le rapport au plaisir. Une personne en mort égoïque perd le plaisir des conquêtes égoïques, promotion, reconnaissance, validation extérieure. Mais elle peut encore éprouver du plaisir dans des choses simples, présentes, non égoïques, peut-être marcher dans la nature, peut-être câliner un chien, peut-être écouter de la musique qui résonne profondément, peut-être avoir une conversation sincère avec un ami. Ce sont des moments de connexion qui ne dépendent pas de la performance, qui ne nourrissent pas l'ego, mais qui touchent encore quelque chose de réel. Une personne cliniquement déprimée perd même l'accès à ces moments. Tout devient gris, uniformisé, sans texture émotionnelle. Et c'est un signe neurobiologique, pas spirituel. Alors, si vous lisez ces indicateurs et que vous vous rendez compte que votre expérience ressemble plus à une dépression qu'à une mort de l'ego, que faites-vous? Premièrement, ne romantisez pas. Ne transformez pas la souffrance clinique en badge spirituel. N'utilisez pas le langage de l'individuation pour éviter de chercher l'aide dont vous avez réellement besoin. Deuxièmement, consultez un professionnel, un thérapeute qui comprend à la fois la psychologie profonde et la santé mentale, un psychiatre si nécessaire. La médication n'est pas un signe de faiblesse ou d'échec spirituel, c'est un outil qui rétablit le fonctionnement neurobiologique afin que vous puissiez faire le travail intérieur dont vous avez besoin. Et troisièmement, comprenez que les deux peuvent coexister. Vous pouvez être dans un processus légitime d'individuation et être également cliniquement déprimé. Les deux ne s'excluent pas mutuellement. L'éveil peut révéler une dépression qui était cachée, et la dépression peut faire partie de ce qui doit être guéri sur le chemin de l'individuation. Mais si en lisant ceci, vous reconnaissez que ce n'est pas de la dépression, que c'est en fait la mort de l'ego, un vide conscient, une dissolution nécessaire, alors il y a quelque chose que vous devez comprendre. Ce processus a des signes. Ils ne sont pas évidents ni dramatiques, mais ils sont présents. Des signes que le soi est vivant, qu'il est à l'œuvre, qu'il construit quelque chose de nouveau alors que vous pensez que rien ne se passe. Et il est crucial de reconnaître ces signes, car sans eux, il est facile d'abandonner. Il est facile d'interpréter une pause comme une paralysie permanente. Il est facile de forcer le retour à l'ego parce que vous ne croyez pas que le soi est vraiment en train d'arriver. Alors, quels sont ces signes? Comment savoir si vous n'êtes pas simplement en stagnation, mais en métamorphose? Comment faire la différence entre une attente qui mène quelque part et une attente qui n'est qu'une procrastination déguisée? Jung dirait « Observez ce qui vous attire lorsque vous n'essayez pas. Observez ce qui émerge spontanément lorsque vous relâchez vos efforts. Observez où votre attention se porte naturellement lorsque vous cessez de forcer la direction. Car le soi ne se manifeste pas à travers des objectifs et des plans. Il se manifeste à travers la résonance, la synchronicité, un mouvement organique qui ressemble plus à une reconnaissance qu'à une décision. Et ce mouvement commence lentement, presque imperceptiblement. Mais il commence, et cela change tout. Le premier signe est si subtil que vous le manquez presque. Ce n'est pas une explosion de clarté. Ce n'est pas un moment d'épiphanie où tout prend soudainement sens. C'est plutôt comme une légère inclinaison. Vous êtes assis, sans rien faire de particulier, et vous remarquez que votre attention se déplace dans une direction spécifique, peut-être vers un livre que vous n'avez pas touché depuis des mois, peut-être vers une idée qui vous traverse l'esprit, et au lieu de la rejeter immédiatement, vous vous surprenez à y réfléchir un peu plus.
peut-être vers une personne que vous avez envie de contacter, non par obligation sociale, mais parce que quelque chose de sincère vous y pousse. Et le plus étrange, vous n'avez pas décidé d'y prêter attention. Vous y avez simplement prêté attention, comme si quelque chose en vous s'était réveillé sans que vous vous en rendiez compte et avait commencé à vous murmurer des préférences qui ne sont pas construites, mais ressenties. C'est radicalement différent de la motivation égoïque. Lorsque l'ego vous motive, il y a toujours un calcul impliqué. Si je fais cela, j'obtiendrai cela. Si je ne le fais pas, je perdrai autre chose. Il y a une récompense attendue. Il y a une validation anticipée. Il y a la peur d'une conséquence négative ou le désir d'une conséquence positive. C'est un système d'incitations externes qui guide le comportement. Et cela fonctionne pendant un certain temps. Cela vous maintient en mouvement. Cela vous fait produire. Mais cela vous maintient également prisonnier d'un cycle de recherche sans fin, car chaque conquête n'est qu'un tremplin vers la suivante. Chaque validation ne dure que jusqu'à ce que vous ayez besoin de la suivante. Chaque preuve de valeur est temporaire jusqu'à ce que vous deviez la prouver à nouveau. La motivation personnelle ne fonctionne pas ainsi. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de « si je fais cela, alors cela ». Il n'y a que la reconnaissance. Cela résonne, c'est vrai. Cela demande à s'exprimer. Et vous ne savez pas pourquoi. Vous ne pouvez pas le justifier rationnellement. Vous n'avez pas de plan quinquennal montrant comment cela mènera au résultat souhaité. Vous savez seulement que lorsque vous prêtez attention à cette direction, quelque chose en vous se détend. Comme si vous étiez aligné avec un courant souterrain qui a toujours été là, mais que vous n'aviez jamais ressenti parce que vous étiez trop occupé à nager à contre-courant. Et lorsque vous arrêtez enfin de nager, lorsque vous relâchez enfin vos efforts, vous réalisez, le courant vous emporte. Pas là où votre ego l'avait prévu, là où votre moi a toujours su que vous deviez aller. Carl Jung appelait cela « vivre symboliquement ». Non pas dans le sens de vivre dans un monde imaginaire ou de fuir la réalité, mais de vivre guidé par des symboles internes plutôt que par des structures externes. Vous commencez à prêter attention à vos rêves, non pas comme un divertissement nocturne, mais comme des messages de votre inconscient. Vous remarquez des synchronicités, non pas comme des coïncidences, mais comme des indicateurs que vous êtes sur la bonne voie, que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Vous ressentez des impulsions qui n'ont pas de sens logique, mais qui ont un sens profond. Et au lieu de les rejeter comme irrationnels, vous les suivez, avec prudence, de manière expérimentale, sans attendre de résultats spécifiques, mais avec curiosité quant à leur issue. Et voici ce qui est fascinant. Lorsque vous commencez à vivre ainsi, lorsque vous commencez à répondre à la résonance plutôt qu'à la récompense, vous ne devenez pas moins productif. Vous devenez productif d'une manière différente, parce que désormais, vous ne dispersez plus votre énergie dans 1000 directions en essayant de prouver votre valeur, de plaire aux autres, de répondre aux attentes des autres. Vous canalisez votre énergie dans une seule direction, non pas parce que vous en avez décidé ainsi stratégiquement, mais parce que quelque chose en vous reconnaît « c'est ici, c'est ça ». Et il y a un immense pouvoir dans cette singularité. Pas le pouvoir égoïste de la domination ou de la conquête, le pouvoir du soi d'alignement et de fluidité. Les gens autour de vous peuvent ne pas comprendre. Ils peuvent vous demander « Pourquoi faites-vous cela? Quel est le but? Où cela vous mènera-t-il » Et vous n'avez pas de réponse satisfaisante. Parce que leurs questions supposent une logique égoïque. Faire quelque chose pour arriver quelque part. Construire quelque chose pour prouver quelque chose. Mais vous n'êtes plus dans cette logique. Vous êtes dans une logique différente, plus ancienne, où faire quelque chose est une expression, pas une stratégie, où créer est le souffle de l'âme, pas la construction d'un portfolio, où se connecter sincèrement avec une personne est une fin en soi, pas un moyen de se créer un réseau de contacts utiles. Et cela déroute les personnes qui fonctionnent encore à partir de l'ego, parce que pour elles, tout doit avoir un but utilitaire. Mais vous avez découvert qu'il existe un but plus profond que l'utilité, l'authenticité. Mais soyons honnêtes sur quelque chose dont personne ne parle, cette transition n'est pas linéaire. Vous ne vous réveillez pas un jour en totale harmonie avec votre moi et vous ne revenez jamais à votre ego. Cela ne fonctionne pas ainsi. Il y a une oscillation constante. Des jours où vous ressentez une résonance claire et où vous la suivez avec confiance. Des jours où vous paniquez, où vous pensez vous tromper, où vous essayez de forcer un retour à la planification égoïque parce qu'au moins là, vous aviez un sentiment de contrôle. Des jours où vous doutez que cette impulsion subtile soit réelle ou si vous ne faites que procrastiner sous le couvert de la spiritualité. Et tout cela est normal, prévisible,
Cela fait partie du processus, parce que l'ego ne meurt pas d'un seul coup. Il résiste, il revient, il tente de reconquérir son territoire. Et chaque fois qu'il revient, vous avez le choix. Vous réengager avec lui ou en être témoin et revenir à la résonance. Jung considérait cette oscillation comme une danse nécessaire. L'ego et le soi ne sont pas ennemis. Ce sont des partenaires en négociation constante. L'ego apporte la capacité de fonctionner dans le monde, d'avoir des limites, de prendre des décisions pratiques. Le soi apporte une direction profonde, un sens transcendant, une connexion avec quelque chose de plus grand que la personnalité individuelle. Et une personne individualisée n'est pas celle qui a tué son ego, c'est celle qui a réussi à mettre son ego au service du soi, où l'ego n'est plus le chef d'orchestre, mais un musicien talentueux au sein de celui-ci. Important, nécessaire, mais ne contrôlant pas la musique qui est jouée. Et lorsque vous y parvenez, lorsque vous parvenez à utiliser la structure de l'ego pour manifester l'impulsion du soi, quelque chose change dans la qualité de votre présence dans le monde. Vous travaillez toujours, mais le travail n'est plus une tentative de prouver votre valeur. C'est l'expression de quelque chose qui doit être exprimé. Vous entretenez toujours des relations, mais celles-ci ne sont plus des transactions de validation mutuelle. Ce sont des rencontres entre des âmes qui reconnaissent quelque chose de vrai l'une dans l'autre. Vous avez toujours des ambitions, mais celles-ci ne consistent plus à être meilleures que les autres ou à atteindre un endroit qui vous permettra enfin de vous sentir à la hauteur. Elles consistent en une dévotion à la vérité, à la beauté, à quelque chose qui selon vous vaut la peine d'être servi, non pas parce que cela vous apportera une récompense, mais parce que c'est juste en soi. Et oui, cela semble idéaliste, cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas un idéal, c'est réel. Vous le savez quand vous le voyez. Vous connaissez des gens qui fonctionnent ainsi, pas beaucoup, mais ils existent. Ce sont ceux qui ont une présence différente. Ils n'essaient pas d'impressionner, ils ne jouent pas un rôle. Ils ne cherchent pas à prouver quoi que ce soit, mais il y a quelque chose en eux que vous reconnaissez comme authentique, comme entier, comme s'ils avaient trouvé le moyen d'être dans le monde sans s'y perdre. Et ce que vous ne saviez pas avant, mais que vous commencez à comprendre maintenant, c'est qu'elles ne sont pas nées ainsi. Elles ont traversé le même vide que vous traversez actuellement. Elles ont perdu la même motivation que vous avez perdue. Elles ont ressenti la même peur que rien ne reviendrait. Mais elles sont restées dans le vide suffisamment longtemps pour que quelque chose de nouveau émerge. Et maintenant, elles vivent d'un autre carburant. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Alors, qu'est-ce qui a vraiment changé? Si quelqu'un vous demande quelle est la différence pratique entre vivre de l'ego et vivre du soi, que répondez-vous? Parce que ce n'est pas évident vu de l'extérieur. La personne qui vit du soi continue d'aller au travail, de payer ses factures, d'assumer ses responsabilités. De l'extérieur, cela peut sembler exactement pareil. Mais de l'intérieur, c'est comme si vous aviez changé le moteur de votre voiture tout en continuant à conduire. La trajectoire peut sembler similaire, mais la force qui vous anime est complètement différente. Et vous le ressentez dans chaque cellule de votre corps. La différence la plus tangible réside dans les questions que vous vous posez. Lorsque l'ego était aux commandes, vous vous demandiez « Que dois-je faire? Comment dois-je vivre? Qu'attendent les autres de moi? Comment prouver que je vaux quelque chose ?» Maintenant, les questions ont changé. Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui résonne profondément en moi? Où la vie m'entraîne-t-elle, même si je ne comprends pas pourquoi? Qu'est-ce qui est vrai pour moi, même si cela n'a de sens pour personne d'autre? Et ce changement de question change tout. Car maintenant, vous n'essayez plus de vous conformer à un moule préexistant. Vous découvrez le moule qui a toujours été le vôtre, mais qui était caché sous des couches de conditionnement. Et cela a des conséquences pratiques. Vous commencez à dire non. Pas de manière défensive, pas avec colère, juste avec clarté. Cela ne me touche pas, ce n'est pas moi. Et pour la première fois de votre vie, vous ne vous sentez pas coupable. Vous n'avez pas besoin de vous justifier de manière exhaustive. Vous n'avez pas besoin de convaincre l'autre que votre refus est valable. Vous savez simplement que c'est le cas, et cela suffit. Et les gens réagissent de différentes manières. Certains sont confus. « Mais tu faisais toujours ça, pourquoi as-tu arrêté ?» D'autres sont gênés. Votre refus leur montre qu'ils pourraient aussi dire non, mais qu'ils ne se le permettent pas. Et quelques-uns reconnaissent quelque chose dans ce refus et le respectent. Ces derniers sont ceux qui restent. Les autres s'éloignent naturellement et vous les laissez partir. Parce que vous avez enfin compris que maintenir des relations qui ne sont pas authentiques par peur de la solitude est une forme de solitude bien pire que d'être seul. Vous commencez également à faire des choses sans public. C'est un marqueur crucial. Lorsque votre ego était aux commandes, vous ne faisiez que des choses qui pouvaient être vues,
validé, reconnu. Même vos moments créatifs étaient consciemment ou inconsciemment performatifs. Comment cela va-t-il être reçu? Comment cela me fait-il paraître? Cela va-t-il me valoir une reconnaissance? Maintenant, vous faites des choses simplement parce qu'elles demandent à être faites. Vous écrivez sans publier. Vous créez sans montrer. Vous pratiquez quelque chose sans attendre une maîtrise impressionnante. Parce que l'acte en soi, le processus, l'expression est déjà complet. Il n'a pas besoin d'une validation extérieure pour être réel. Il est réel parce que vous l'avez ressenti, parce qu'il est passé à travers vous, parce qu'il était vrai à ce moment-là. Et cela suffit. Et il y a une immense liberté dans cela. Une liberté que vous n'imaginiez pas possible. Parce que toute votre vie, vous avez été prisonnier de l'opinion des autres. Même lorsque vous vous rebelliez, vous réagissiez contre elle, ce qui n'est qu'une autre façon d'être contrôlé par elle. Mais maintenant, vous avez découvert quelque chose de révolutionnaire. Vous pouvez tout simplement vous en moquer, non par cynisme ou par déconnexion, mais parce que vous êtes tellement ancré dans ce qui est vrai en vous que l'extérieur perd son pouvoir de vous déstabiliser. Quelqu'un vous critique, vous écoutez. S'il y a du vrai, vous l'intégrez. S'il n'y en a pas, vous le rejetez, sans drame, sans besoin de vous défendre, parce que vous n'avez plus rien à prouver. Carl Jung disait que vivre symboliquement, vivre guidé par le soi, c'est retrouver la capacité de voir un sens à tout, pas un sens imposé de l'extérieur. Cela m'est arrivé pour me donner une leçon, mais un sens révélé de l'intérieur. Qu'est-ce que cela résonne en moi? Qu'est-ce que cela me montre sur qui je suis et comment je vis? Vous commencez à lire la vie comme un texte en constante évolution. Chaque rencontre, chaque difficulté, chaque synchronicité, chaque répétition de schémas, tout devient un message, non pas de Dieu extérieur envoyant des signes, mais du soi, essayant de communiquer à travers le langage dont il dispose. Symboles, images, sentiments, coïncidences significatives. Et lorsque vous vivez ainsi, lorsque vous êtes attentif à ce langage, les décisions deviennent plus simples. Pas nécessairement plus faciles, mais plus simples, parce que vous ne pesez plus le pour et le contre dans un tableau mental en essayant d'optimiser le résultat. Vous ressentez, cela ouvre-t-il ou ferme-t-il? Cela élargit-il ou rétrécit-il? Cela me rapproche-t-il de ce qui est vrai ou m'en éloigne-t-il? Et votre corps le sait avant que votre esprit ne formule la réponse. Vous ressentez une expansion dans votre poitrine ou un serrement, une légèreté ou un poids, une clarté ou une confusion nébuleuse. Et vous apprenez à vous fier à ces signaux plutôt qu'à des arguments rationnels, parce que la raison est un outil de l'ego, et l'ego est doué pour rationaliser ce qu'il veut, pour construire des arguments parfaits, pour justifier de mauvais choix. Mais le corps ne ment pas, le soi ne ment pas. Et quand vous cessez enfin d'essayer de réfléchir à votre chemin dans la vie et que vous commencez à ressentir, tout change. Mais parlons de la peur qui accompagne cela, parce qu'elle existe. La peur que vous vous trompiez, la peur que cette impulsion subtile ne soit pas le soi, mais seulement l'ego déguisé sous une nouvelle apparence spirituelle. La peur que vous suiviez cette résonance et que vous vous retrouviez dans une situation pire qu'avant. La peur que faire confiance à quelque chose de non rationnel soit irresponsable, une fuite, une façon sophistiquée d'éviter la vie adulte. Et cette peur n'est pas irrationnelle. Il y a des gens qui utilisent l'expression « suivre son cœur » pour justifier des choix destructeurs, pour éviter les conséquences, pour fuir leurs responsabilités. Alors comment faire la différence? Jung dirait « observez les fruits ». Pas immédiatement, mais au fil du temps. Lorsque vous suivez votre ego déguisé en moi, vous ressentez une satisfaction temporaire suivie d'un vide renouvelé. Vous obtenez ce que vous vouliez et vous vous rendez compte que ce n'était pas ça. Lorsque vous suivez votre moi authentique, il n'y a peut-être pas de satisfaction immédiate, il y a peut-être des difficultés, mais il y a un sentiment croissant. Je suis au bon endroit, je fais ce que j'ai à faire, c'est vrai. Et ce sentiment perdure. Il ne dépend pas d'un résultat extérieur, il dépend d'un alignement intérieur, et vous connaissez la différence quand vous la ressentez. Et peut-être le marqueur le plus fiable de tous, lorsque vous vivez à partir du soi, vous devenez plus présent, vous n'êtes plus distrait, vous ne vivez plus dans un futur anticipé ou un passé révisé. Vous êtes ici, parce que le soi n'existe pas dans le temps psychologique, il existe dans le présent. Et lorsque vous êtes aligné avec lui, vous tombez naturellement dans le présent. Non pas comme un effort de pleine conscience, mais comme une conséquence naturelle du fait de ne plus courir après une validation future ou de ruminer sur un échec passé. Vous êtes simplement là, faisant ce que vous faites, étant qui vous êtes,
sans deuxième couche de commentaires mentaux sur la question de savoir si cela est suffisant ou non. Et c'est finalement cela, vivre à partir du soi. Ce n'est pas la perfection, ce n'est pas l'absence d'ego, ce n'est pas l'illumination permanente, où vous ne ressentez plus jamais la peur, la colère ou le désir égoïque. C'est la capacité de revenir, de reconnaître quand vous vous êtes éloigné du centre et d'y revenir, de remarquer quand l'ego a repris le contrôle et gentiment, sans jugement, de vous réorienter. C'est une danse continue, pas une destination finale. Et plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. Jusqu'au jour où vous réalisez, vous n'essayez plus de vivre à partir du soi. Vous vivez tout simplement. Et le vide dont vous aviez peur de ne jamais sortir n'était pas un trou, c'était un portail, et vous l'avez traversé. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots ont résonné en vous d'une manière ou d'une autre, je vous invite à faire quelque chose. Pas pour moi, mais pour vous. Partagez dans les commentaires. À quel moment avez-vous réalisé que votre ancienne motivation avait disparu? Comment vivez-vous ce vide maintenant? Ressentez-vous les signes du soi qui commencent à bouger? Ou êtes-vous encore en pleine dissolution? Parce que votre expérience compte, et nommer cela, le mettre en mots, fait partie du processus d'intégration. C'est ainsi que vous commencez à construire un pont entre ce que vous ressentez et ce que vous comprenez. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans ce voyage et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne. Car l'éveil n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'une vie qui vous appartient enfin.